Professeur Dehaene. Je sais que je suis le dernier. La parole est à vous. Et on a évoqué plusieurs fois ce soir la question des sciences cognitives et la place des sciences cognitives. Je voudrais donner au moins un exemple, tiré évidemment des travaux de mon laboratoire, où on essaye de développer, à partir des connaissances en sciences cognitives, un programme expérimental appliqué dans les classes. C'est le programme que nous appelons le programme Excello, et dont vous voyez ici quelques-uns des acteurs, et vous voyez que c'est un programme particulièrement échevelé. On s'appuie sur les sciences cognitives, qui, comme vous le savez, sont des sciences multidisciplinaires, qui concernent en premier chef le comportement. On travaille beaucoup sur des méthodes de comportement pour comprendre l'organisation des algorithmes, finalement, qui constituent la pensée, qui nous permettent d'apprendre. Et ensuite, comme vous le voyez ici dans mon laboratoire, un neurospin, des outils d'imagerie cérébrale qui permettent de comprendre, finement, les mécanismes biologiques de ces comportements. Et parmi les questions qu'on veut poser, pour nous, dans nos laboratoires, les questions d'éducation sont absolument centrales. Qu'est-ce qui fait que nous parvenons, mieux que d'autres espèces d'ailleurs, à apprendre, et à apprendre des domaines qui sont complètement inaccessibles à d'autres espèces animales, comme le langage, la lecture, les mathématiques. Et derrière, il y a la question, si nous comprenons mieux les algorithmes d'apprentissage, peut-être pouvons-nous tous mieux apprendre à apprendre. Autrement dit, faciliter l'acte d'apprentissage lui-même. Alors, un exemple que je développerai, ce sera le seul, celui de la lecture. Nous avons compris, au fil des recherches, par où passe la lecture dans le cerveau, d'abord à travers des décennies de recherche en psychologie cognitive, purement fondée sur l'analyse des comportements de lecture, le temps de lecture, les erreurs de lecture, et ensuite, grâce à l'imagerie cérébrale, vous voyez ici un exemple, on a compris tout ce que l'apprentissage de la lecture change dans le cerveau, en particulier dans cette expérience clé, en comparant le cerveau de personnes illettrées, analphabètes, avec le cerveau de personnes alphabétisées. Et on a compris que c'était un circuit tout à fait particulier, pas l'ensemble du cerveau, mais un circuit qui donnait accès aux aires du langage par le biais de la vision, qui devait donc mettre en place un circuit visuel, avant tout, l'analyse de la chaîne de lettres, et le connecter avec les aires du langage, et en particulier les aires phonologiques. Et ce travail se poursuit. Et je dois dire, dans le cadre de l'initiative Excello que nous proposons, il est très important de poursuivre ce travail pour comprendre beaucoup plus finement ces mécanismes. Ici, vous voyez des images qui ont été acquises tout récemment, en collaboration avec Laurent Cohen à la salle pétrière, mais sur l'imageur à 7 Tesla de neurospin, où on arrive à voir millimètre par millimètre quelles sont les régions qui s'activent chez une personne donnée, en fonction de son histoire personnelle et éducative. Ici, il s'agit d'une personne bilingue, anglais-français, et on comprend que le cerveau fait des statistiques. Tous ces stimuli que vous voyez ici, qui ont été présentés, activent de la même manière le cortex visuel, parce que ce sont toutes des chaînes de lettres, mais vont activer de façon très différenciée les aires plus antérieures du cerveau, parce que le cerveau a appris les statistiques du français. C'est l'un des apprentissages clés de la lecture, apprendre les statistiques des lettres et la manière dont elles correspondent au son. Alors sur cette base, nous avons, depuis, je dirais, des décennies déjà, écrit avec plusieurs collègues des textes sur la convergence de ces recherches en neurosciences avec les recherches pédagogiques. Et plus récemment, dans le cadre du Conseil scientifique de l'éducation nationale que je dirige, vous pourrez trouver tous ces textes, évaluer pour mieux aider, pédagogie et manuel pour l'apprentissage de la lecture, apprendre à lire du décodage à la compréhension tout récemment. Ce sont des textes extrêmement convergents, parce que les recherches sont très convergentes dans ce domaine, qui nous disent quels sont les grands principes efficaces dans le domaine de la lecture. Je les ai listés très brièvement ici. L'enseignement explicite de tous les aspects de la notation alphabétique, parce que les élèves ne découvrent pas tout seuls. L'enseignement rapide dans les premiers mois de classe des correspondances graphème-phonème. Il y a là une grande convergence, par exemple, avec les recherches purement observationnelles dans les classes françaises de Roland Guagou, qui a montré que les enseignants qui concentraient l'enseignement à raison d'au moins 2 correspondances par semaine avaient les meilleurs résultats. Progression systématique, appuyée sur les statistiques de la langue, en commençant par les graphèmes les plus fréquents. Donc il y a une analyse linguistique qui doit être menée aussi sur chaque langue. Guidage de l'attention visuelle, parce que notre système alphabétique fonctionne de la gauche vers la droite au sein de chaque mot, et que ça n'est pas évident pour l'enfant, d'ailleurs c'est une convention. Apprentissage actif, dans lequel l'écriture, qui a été mentionnée par Nuno Crato, joue un rôle essentiel. Et automatisation par la pratique quotidienne de la lecture.
Et évidemment, il ne suffit pas d'énoncer ces principes, encore faut-il les mettre en œuvre. C'est l'objet de notre recherche plus appliquée, de développer un logiciel qui intègre ces idées, qu'on appelle Kaloulou. Ça nous force à les rendre très explicites. Donc on a un logiciel dans lequel il y a une progression pédagogique qui est fondée sur les statistiques du français. Il y a des leçons. Ce n'est pas juste un jeu, c'est un système d'apprentissage dans lequel on apprend les correspondances graphèmes-phonèmes, la forme des phonèmes, avec un zoom sur la bouche de l'enfant, le tracé aussi, donc l'écriture. Et ensuite, on joue, bien sûr, c'est un logiciel de jeu en fond de classe qui n'est pas là pour se substituer à l'enseignant, mais pour compléter et automatiser ce que l'enseignant a enseigné. Donc toute une série de jeux que les enfants vont pratiquer en fond de classe ou chez eux. Et ce que je voudrais souligner, c'est que les sciences cognitives jouent un rôle intéressant ici aussi, parce que de tels logiciels peuvent, sans aller trop loin dans ce qu'on pourrait appeler l'intelligence artificielle, mais enfin peuvent intégrer des tests de sciences cognitives qui aident à mesurer où en est l'enfant. Et ici, par exemple, sans rentrer dans le détail, un test très simple où l'enfant doit décider si une chaîne de lettres comme maison est un mot du français ou pas, permet de mesurer exactement la vitesse de lecture et la taille du lexique de l'enfant. Est-ce qu'il connaît le mot et à quelle vitesse il a lu le mot en fonction du nombre de lettres. Et on voit ici sur la droite que le nombre de lettres a un effet déterminant chez les enfants au début de l'apprentissage de la lecture. Et après l'utilisation du logiciel, progressivement, on arrive à cette automatisation où tous les mots, quelle que soit leur longueur, entre 3 et 8 lettres, sont lus à la même vitesse. Donc un logiciel qui quantifie l'automatisation de la lecture et qui peut s'adapter aux besoins de l'enfant. Alors, je montre cette image ici parce que, surtout sur les réseaux sociaux, vous savez qu'on est parfois attaqué et on dit le professeur au Collège de France ne voit jamais un enfant de leur vie, ne vont jamais dans les classes. Vous avez compris que ça n'était pas le cas dans les interventions précédentes, ça n'est pas le cas de mon équipe qui va très régulièrement dans les classes, qui se frotte à cette difficulté réelle de mettre en œuvre ces idées dans les classes, mais qui commence à avoir des résultats dans des tests randomisés par rapport à une classe qui fait comme d'habitude. Ça n'est pas très difficile parce qu'il y a un grand manque réel de manuels de lecture qui soient solides. Et c'est un des messages du Conseil scientifique en général, c'est qu'il y a beaucoup trop de diversité et pas assez de contrôle de qualité dans les manuels de lecture qui sont proposés actuellement à nos enfants. Et le Conseil scientifique a été amené à mettre une note d'alerte pour la première fois, parce qu'on a trouvé encore aujourd'hui, en 2022, en septembre 2022, des méthodes de lecture qui sont tout à fait inacceptables au regard de la science que je vous présente aujourd'hui. Voilà, donc c'est une des actions qu'on essaye de mener dans le cadre de ma chaire de psychologie cognitive. Je voudrais mentionner que l'action Agir pour l'éducation va bien au-delà de ces actions, je dirais, expérimentales, mais qu'il y a aussi cette idée d'un cycle de conférences qui aura lieu tout au long de l'année, dont vous voyez le programme ici. Et chaque année, on choisira un thème qui sera traité par différents orateurs, mais qui permettra de faire le point pour les enseignants, particulièrement, avec comme cible, surtout les enseignants, sur l'état actuel des sciences. Et dans le cas de la lecture, on a donc composé le programme que vous voyez ici. Et je termine juste en remerciant vigoureusement la Fondation du Collège de France, Marc Fontcave, Mercedes Serra, Marie Chéron, tous les membres de la Fondation qui sont derrière le programme que vous avez aujourd'hui, et bien sûr tous nos mécènes. Merci beaucoup.